Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent M. Issa Kaoundim, président de l'ACRT Faso Kaoulé, non moins initiateur de l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Président Jim, merci de cette comparution devant les Grands Jurys. C'est moi. Avec moi pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladji Chana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans les grands jurys. M. Jim, votre observation sur la composition du jury? Avant l'observation, permettez-moi, comme tout bon Malien, de présenter mes sincères condoléances aux familles endeuillées, que ce soit au nord, au centre et surtout ce qui s'est passé ces derniers jours dans la périphérie de Bankas. Vraiment, civils et militaires et tous ceux qui se battent pour sauver le Mali et ceux qui en subissent les conséquences. Vraiment de prier pour le repos des disparus, de prendre l'établissement pour les blessés, et aussi espérer pour le meilleur pour le pays. Et donc, l'observation que j'ai à faire, vous avez dit initiateur. Oui. Non, je ne suis pas l'un des initiateurs. Non, je pense que c'est extrêmement important d'éviter la confusion. C'est un condensé des personnalités qui viennent des horizons très différents, divers, et aussi des éminentes personnalités d'obédience différentes. Mais la convergence que nous avons, c'est que ces regroupements ou ces personnalités ont eu à s'exprimer publiquement. Oui. Et le pourquoi de ces regroupements que nous allons peut-être développer dans l'émission, c'est une coordination des organisations pour appeler à sauver le Mali sur deux points essentiels. De toutes les façons, l'initiative est venue d'un certain Issa Kaoundim, ce qui est constant. On a vu cet appel qui... D'accord. Abdraman, déjà, que vous inspire d'avoir un Issa Jim. Oui, il m'a interrompu. Comme vous savez, sauf que j'ai voulu corriger une introduction. Allez-y. Moi, je pense que le jury, je suis très heureux. Oui. C'est des gens qui, vous avez la matière, vous avez l'expérience et surtout aussi, vous êtes des fervents défenseurs des libertés collectives, privées et pour dire des défenseurs des acquis de la démocratie. Donc je suis vraiment très heureux de me retrouver avec ce jury qui est un jury vraiment qui n'est pas complaisant mais qui défend des valeurs que je partage. Abdram, vous avez des avant-propos? Non, c'est un bonheur partagé. C'est clair que c'est un régal d'avoir un Kaoundim ici. C'est d'ailleurs un repris de justice chez nous. Il est plusieurs fois passé, plusieurs fois condamné, parfois libéré. Mais c'est un habitué, mais l'actualité tourne et il fait l'actualité. Depuis quelque temps, il est au cœur de tout ce qui se passe. Il a repris du service, comme on le dit. Et je pense que ce n'est que du bonheur et puis vraiment opportun et utile de l'avoir ici, l'interroger et sur lui, sur sa personne, sur tout ce qu'il est en train de faire et puis sur les perspectives. Il est à la croisée des chemins. Donc vraiment, il est un bon client. Chana, vos avant-propos? Bon, nous attendons l'Issa Kaoundim comme il sait le faire, de dire sa vérité, ses vérités, et comme il sait le faire dans la plus grande courtoisie, et vraiment de ne rien nous cacher, parce que nous avons vraiment des choses à lui dire. Et s'il nous cache des choses, il y a le VAR qui existe en ce moment. Donc il sera rattrapé tôt ou tard. Il a déjà été rattrapé sur beaucoup de choses. Je pense qu'il est sur un nouveau départ
où cette fois-ci, je ne souhaite pas qu'il soit rattrapé par certaines contradictions. Allons-y. Une certaine opinion nous reproche le jury, à tort ou à raison, d'être en tout cas moins tendre, d'être plus tendre avec ce qu'ils appellent entre guillemets les opposants à la transition. Abdraman, que vous leur répondrez-vous? Bon, je ne sais pas, je suis surpris par ce constat-là, puisque je ne sais pas ce qu'ils appellent, nous ne recevons pas les gens ici en tant qu'opposants de la transition ou partisans ou adeptes de la transition, nous recevons les gens parce qu'ils font de l'actualité. Et tout. Nous ne regardons pas la tête du client. Nous ne regardons pas les tendances pour appeler les gens, nous les appelons parce qu'ils font de l'actualité et pour nous c'est parce que le public a quelque chose à tirer d'eux. Voilà, bon, Clément ou pas, et pour ceux qu'on appelle partisans peut-être de la transition, il faut qu'ils soient là, qu'on puisse les... Mais force est de constater que la plupart des acteurs, qu'il n'est même pas facile pour nous d'avoir des invités ici, des gens, c'est beaucoup de gens qui fuient de temps en temps les questions qu'on leur pose ici. Donc nous ne recevons ici que des gens qui sont assez courageux pour répondre à nos questions, qui n'ont rien à cacher au public. Peu importe leur bord. Voilà, peu importe leur tendance et leur obédience. Chana, vous avez un petit mot à leur adresser? Je me reconnais dans ce qu'Abdraman a dit, on continue. D'accord, on va continuer la question des généralités, Chana. Merci beaucoup, Barou. Kaoudim, vous êtes peint comme étant un personnage controversé. Un personnage controversé de l'échiquier politique. Et on sait aussi que vous avez dit beaucoup de choses à un certain moment concernant l'imam Mahmoud Dicko. Je voudrais savoir aujourd'hui si tu as pu... Tu me permets de te tutoyer, oui. Qu'est-ce qu'il avait dit concernant l'imam Dicko déjà, pour nous rafraîchir la mémoire? Bon, à l'époque où il a pris ses distances par rapport à l'imam Dicko, il pense que bon, il a une certaine autonomie et que trop c'est trop. Je suis en train de constater que son parti politique et les partisans de l'imam Dicko sont en train encore de se retrouver pour une autre bataille. Je voudrais savoir tes rapports avec le cheikh, notre père imam Dicko. Quel est l'état de vos relations aujourd'hui? Est-ce que ces relations ont connu une amélioration aujourd'hui? Merci. Je pense que c'est une question qui est bien posée. Et je pense que la réponse aussi sera à la hauteur. J'ai l'habitude de dire ceux qui maîtrisent la langue bamanankan, cette fois-ci je ne parlerai pas de la langue de Molière. L'imam, c'est mon imam. Les relations humaines existent, sont des relations qui ont survécu à ce que je qualifierais des situations conjoncturelles ou circonstancielles, mais il reste pour moi une référence en tant qu'imam, en tant que aussi beau-père, si je peux m'exprimer ainsi. Dans notre culture, il ne peut pas avoir de distance par rapport à de telles relations. Maintenant, ce qui est l'échec politique et les prises de position politiques, j'assume le passé et je revendique le présent. D'accord. Abdraman, quel est ce présent que tu revendiques par rapport à l'imam Dicko? Quel est votre projet? Oui, le projet aujourd'hui, c'est que tous les Maliens qui veulent rester dans la République, dans la démocratie, les acquis de 91, estiment qu'aujourd'hui, le Mali doit revenir aux fondamentaux, et des organisations, des personnalités, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, que c'est un condensé des imminentes personnalités qui ont fait des prises de position publiques ou leurs organisations ont fait des prises de position publiques sur deux points qui aujourd'hui que nous revendiquons, qui est le renoncement à la forfaiture, de nous imposer. Mais il a dit le présent que je revendique, que nous revendiquons. Et donc c'est de renoncer à la forfaiture, parce que ceux qui veulent nous imposer cette condition n'ont ni la légalité ni la légitimité.
Et ce qu'ils veulent faire, nous le savons très bien, c'est d'amener une constitution pour faire disparaître la charte et nous ramener à une dictature militaire qui ne dit pas son nom. Donc je pense aujourd'hui que tous ceux qui sont contre la dictature, contre la confiscation du pouvoir, qui veulent qu'on respecte la parole donnée, je fais allusion aux autorités de la transition, et d'aller à des élections et renoncer à une constitution qu'on veut nous imposer. Je pense que c'est ce condensé-là aujourd'hui que nous revendiquons, que je me trouve dans ce condensé. Abdraman, sur ce même chapitre, on reproche à l'accusé d'avoir peint un certain Assimi Goïta plusieurs fois déjà. Pas seulement Assimi Goïta. Et même certaines classes politiques. Il vient de le dire d'ailleurs, qu'il assume son passé. Oui. Effectivement, il assume son passé, mais vraiment, force est de reconnaître que c'est par rapport entre ce passé et ce présent, il y a la mer à boire. Puisque c'est le même Kaoudjim, Chana a parlé de controverse, effectivement, un personnage controversé, certains diraient même versatile, puisque c'est lui-même, le même Kaoudjim qu'on a entendu défendre une constitution ici, défendre une refondation ici, défendre une prorogation à durée de la transition à durée indéterminée. Au mépris de la charte, hein? Au prix de la révision de la charte, parce que je me rappelle, c'est ce qu'il défendait à l'époque, puisqu'il disait que la charte n'est pas un Coran ni la Bible, qu'on pouvait le faire. Il est quand même, on est quand même intéressé, on serait intéressé de savoir si en réalité votre changement spectaculaire repose sur réellement des facteurs objectifs ou bien sur les simples devoirs que vous avez connus avec le pouvoir actuel. Quels sont les facteurs objectifs, les explications plus objectives que les devoirs que vous avez connus avec le pouvoir? Mais c'est une bonne question. Vous savez, la politique, c'est le réalisme politique. Ce n'est pas une question de versatilité ou, comme on voulait dire, que je change de veste. Non, je pense que de bonne foi, nous avons estimé à un moment donné que c'était une approche, mais devant le peuple malien, je dois moi-même faire mon mea culpa, que je me suis trompé. Et ça aussi, c'est avoir cette humilité de demander pardon au peuple malien de certaines prises de position qui aujourd'hui n'est plus d'actualité, mais je l'assume avec dignité et tout en essayant aujourd'hui de me racheter et pour être dans le camp de la vérité qui est la démocratie, la République et le retour à l'ordre constitutionnel. Et voilà cette dynamique aujourd'hui qui est la vérité et qui doit être défendue. C'est pour cela que vous avez des personnalités, des imminentes personnalités dans ce condensé-là et qui aujourd'hui sont austères et qui l'ont toujours été, qui ont marqué l'histoire non seulement démocratique, mais certains aussi dans leur sphère de compétences qui sont restés vraiment, vous savez, dans ce condensé, comme je viens de le dire, vous avez des grands juristes, vous avez aussi des grands acteurs du mouvement démocratique, mais vous avez des fortes personnalités indépendantes, vous avez aussi des gens qui revendiquent seulement la paix sociale. Donc je pense aujourd'hui que tout bon Malien qui est convaincu de la nécessité aujourd'hui de la paix civile et doit admettre qu'aujourd'hui les militaires doivent organiser des élections et retourner aux casernes. Je continue un peu pour vous dire qu'effectivement ce que vous avez dit, c'est pour demander pardon, mais on est tenté de vous demander aussi quel a été l'élément déclencheur de cette prise de conscience, puisque on se rappelle, il y a eu quand même des mots très forts. Et par rapport à toute cette situation, quand vous disiez par exemple, nous n'allons pas appeler à la violence, mais nous n'allons jamais nous associer à une tricherie. Ça c'est lorsque vous défendez la prorogation contre Bandaou, qu'il avait soutenu, et vous partez, vous dites que sauver l'État malien, le pouvoir des politiciens véreux et corrompus en parlant de ces mêmes acteurs aujourd'hui avec qui vous êtes en train de cheminer, les acteurs de mars 91 que vous avez demandé à l'époque à mettre. Ils demandaient même la suppression de certains droits syndicaux. À mettre à la retraite. Oui. Ouais, non. Donc on est tenté de vous demander quel a vraiment été l'élément déclencheur de votre prise de conscience. Mais au force de se répéter, comme on dit que la répétition est pédagogique, je pense que j'ai expliqué le pourquoi. J'ai dit de bonne foi je me suis trompé et je demande pardon au peuple malien parce qu'aujourd'hui ce qui est important pour mon pays, pour la démocratie, c'est de préserver les acquis de 91. Et qu'il faut tout faire pour qu'on ne retourne pas à la dictature militaire. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, il est nécessaire de sauver l'essentiel, de se retrouver pour l'essentiel et de sortir des questions de personnes. Donc, pour moi, le plus important... Vous dites de sortir des questions de personnes. L'actuel président de la transition
qualifié d'imperturbable, de patriote, pour vous, est-ce qu'il demeure toujours cet imperturbable, ce patriote qu'il faut pour le Mali? Je serais convaincu s'il respecte son serment d'officier. Il a juré devant la Cour suprême, de jurer de faire respecter la Constitution et la Charte. Je pense que vous avez parlé de VAR. VAR ne rattrape pas seulement Kaoundjim. Mais, puisque aujourd'hui, avec la menace militaire, on ne peut pas demander VAR à certaines autorités de transition. Et s'il respecte cette parole de soldat, de tout faire pour aller aux élections et retourner aux casernes et remettre le pouvoir à un régime démocratique civil issu des élections légitimes, je pense que le temps me donnera raison qu'il restera patriote et imperturbable. Ce 20 février, vous avez lancé, M. Jim, ce 20 février, vous avez lancé à la Maison de la Presse un appel pour sauver le Mali. Pour sauver le Mali contre qui? Nous avons lancé, je pense que c'est de la communication que j'ai fait cette fois-ci, oui. C'est un condensé, c'est l'organisation, comme je l'ai dit, une coordination des organisations qui est portée par le leadership de Mohamed Chérif connaît, et que tout le monde connaît qui il est, et puis d'autres magistrats, d'autres... Qui sont les autres membres? Dites-nous, oui, les leaders de cette coordination. Bien sûr, puisque au risque d'omettre certainement, mais je peux dire qu'il y a des partis politiques, il y a des regroupements de partis politiques, il y a aussi des associations de magistrats, des références syndicales et d'autres personnalités. Et aujourd'hui, nous sommes avancés avec beaucoup d'acteurs, non moins importants, certains sont des leaders politiques que nous avons démarchés. Je ne vais pas dévoiler un secret, puisque je dois quand même respecter en tout cas la procédure. Et tout ce monde-là, à un moment donné, nous allons nous mettre ensemble pour faire une grande signature de tout ce monde et appeler une deuxième fois la presse pour une véritable conférence de presse, expliquer, parce que c'est deux objectifs qui ne remet en cause la spécificité ni la qualité d'aucune organisation, parce que ce n'est pas un regroupement ni électoral ni d'opposition, mais c'est un regroupement pour défendre une valeur démocratique et républicaine, non à la violation de la Constitution, oui à respecter l'engagement qui est de faire les élections, comme ça a été dit par les plus hautes autorités du pays. Donc, ce condensé s'est mis ensemble pour cette tâche, et nous pensons aujourd'hui que ce que nous devrons rattraper ou avancer, gagner, c'est la communication. Oui. Donc nous sommes prêts. Avec ce mouvement, est-ce que vous êtes en train de rêver d'un autre M5 au Mali, par exemple? Bon, moi j'ai eu la chance d'être membre fondateur de ce triumvirat qui était le M5 après que d'autres sont venus. Ce n'est pas les mêmes logiques. C'est la première fois que vous trouvez des organisations, des syndicats de magistrats. Le M5 n'a jamais bénéficier des magistrats ou des hommes de droit. Il n'y a qu'un seul syndicat de magistrats. Non, il y a la référence syndicale. Et puis il y a d'autres magistrats qui sont venus à titre individuel. Vous avez par exemple, je ne vais pas citer des noms pour ne pas omettre d'autres, mais c'est pour vous dire que le combat, c'est deux principes. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que les militaires, en tout cas je ne dirais même pas les militaires, que le CNSP, parce que je fais la différence entre l'armée et le CNSP, que le CNSP et ses acolytes et ses amis et les affidés respectent le peuple malien de renoncer à passer en force. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est qu'ils respectent la parole donnée au peuple malien et à la communauté internationale d'aller aux élections. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas remettre, c'est pas un nouveau M5, mais c'est tout simplement préserver les acquis de 91 qui est si cher au peuple malien. Mais ce qu'on sache pour le moment, ils sont quand même, jusqu'à présent, ils sont engagés auprès de la communauté internationale sur un chronogramme qu'ils ont dressé avec, sur lequel ils s'entendent pour le moment jusqu'à présent. Ça veut dire que vous ne croyez pas vraiment à cette la sincérité, la sincérité de leur engagement. Je pense que nous sommes quand même des Maliens, nous sommes des acteurs, nous connaissons comment le mécanisme et le processus des élections. Aujourd'hui, quand vous regardez la température, quand vous entendez les propos des affidés du pouvoir, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas dans un chemin d'élection. Donc, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Ok, allez-y. Nous sommes sur par ailleurs, vous dites que, s'il te plaît, vous comptez. Vous dites que nous ne sommes pas dans un schéma d'élection. Mais les faits prouvent le contraire. Il y a
un projet de constitution qui existe déjà, il y a la loi électorale qui existe, le découpage territorial a été fait, donc vraiment il y a une volonté politique qui existe et les faits palpables sont là, qui montrent que les autorités sont dans la voie d'organiser des élections et de respecter le chronogramme. Vous savez, je ne vais pas sortir, mais vous êtes dans votre rôle. Tout le monde sait que ce découpage, aujourd'hui, pose plus de problèmes que de solutions. Vous avez vu la réaction partout dans le pays, et puis la matérialisation de ces régions théoriques est impossible dans le délai imparti par la transition. Ça, c'est un élément technique que tout le monde sait que c'est des régions fictives. S'il faut mettre tout ce qu'il faut pour que ces régions soient viables, opérationnelles, je crois que ça va s'étendre sur des années pour beaucoup de raisons que vous savez, économiques, sécuritaires, etc., etc. Donc pour moi, c'est vraiment une manière de créer une nouvelle crise pour nous endormir et justifier les non-tenues des élections. Ça, c'est un premier point par rapport à ce découpage. Oui. Le deuxième point, comme vous le dites, je pense que quand on regarde le chronogramme qui a été établi, comme on le dit souverainement, je m'en félicite, c'est le mois de mars qu'on aurait dû faire ce soi-disant référendum, et qui n'est pas possible de le faire, et que ni dans la forme ni dans le fond que nous rejetons, mais force est de constater, même eux-mêmes ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas pu le faire. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Maliens savent, tout le monde est unanime, qu'aujourd'hui, il faut union sacrée et que tout le monde s'y mette, mais qu'il y ait une condition préalable de mon point de vue, que le président de transition sort de l'ambiguïté, qu'il dit clairement au peuple malien, il y aura des élections, je ne suis candidat à rien, et je pense que même s'il y aura un léger retard, ça va permettre à tout le monde d'être rassuré. Mais aujourd'hui, nous savons très bien que ce n'est pas la dynamique qui anime les autorités de transition. Monsieur Jim, à la faveur du lancement de votre mouvement, la maison de la presse a été saccagée. Est-ce qu'on en sait aujourd'hui, s'il vous plaît, vous allez en revenir sur l'identité des casseurs? Comme vous l'avez dit, des casseurs, c'est votre expression à vous. Nous avons porté plainte au niveau de la commune 2. Oui. Donc, comme j'ai dit, dans notre scène, nous avons beaucoup de magistrats, chevronnés d'ailleurs, donc on ne se fait pas de soucis. Des personnes dans la plainte, des noms ont été cités. Oui, je vais vous envoyer, vous pouvez voir sur les réseaux, parce que comme déjà c'est une plainte, on n'a plus le droit de rentrer dans le fond. Sauf que nous-mêmes, nous avons vu des noms, oui, comme le nom de la présidente de la Forçat civile, par exemple. Mais ce qui a été indiqué dans notre communiqué, oui, je pense que vous pouvez vous référer à ça. Et donc, nous avons porté plainte et il reste à la justice de faire son travail. Certains pensent que c'est vous-même sur le même sujet. Okay, allez-y. Certains pensent que vous êtes le véritable instigateur de ces cas-là. Vous savez, on tente à nous faire croire à l'opinion publique que vous êtes le véritable instigateur de ces cas-là. C'est pas certain, c'est votre ancien collègue, c'est un Albert Meiga. Moi, je prends de la hauteur. Je pense qu'aujourd'hui, mon rôle, c'est de discuter avec ceux qui gèrent ce pays. Je ne vais pas me rabattre ou descendre vraiment à un niveau où je vais polémiquer. Je pense que le plus important... Qui gère ce pays est membre du CNT. Non, vous avez été membre du CNT. Non, je ne réponds pas à ça. Il est secrétaire parlementaire. Non, je ne réponds pas à ça. Je ne réponds pas à ça. Il va quand même répondre, allez-y. Je réponds seulement au principe. Oui. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, parce que tout est bon pour quand on veut se débarrasser de son chien. Il faut le traiter de rage. Voilà. Pour moi, le problème n'est pas là-bas. Nous avons voulu, parce qu'en réalité, toute cette diversion, c'est de nous faire oublier le pourquoi de ce point de presse que je viens de dire. Il s'agit de dire à les autorités de transition de renoncer à leur coup de force, qui est de nous imposer un régime dictatorial qui ne dit pas son nom, de respecter leurs paroles devant le peuple malien et la communauté internationale, d'aller aux élections. C'est ce que nous avons voulu expliquer au peuple malien, à la communauté internationale, via la presse locale et internationale, qu'on a voulu saboter pour faire diversion et retenir seulement les casses. Je pense que c'est trop simpliste, parce qu'en réalité, ils nous ont rendu service. Allez-y, Abdraman. Oui, juste pour revenir un peu sur le découpage territorial, parce que vous dites que c'est des choses auxquelles il faut renoncer, alors que c'est quand même dépendant de l'accord. Il est clairement dit dans l'accord qu'il faut augmenter les circonscriptions effectives pour permettre plus de représentativité des régions du Nord dans les institutions à venir.
comment, selon vous, on pourra gérer ce problème, puisqu'il ne s'agit pas seulement de renoncer, il s'agit aussi de le gérer avec les gens qui tiennent beaucoup à cela. Vous savez, parce que sans ça aussi, on ne pourra pas organiser des élections. Vous savez, les Maliens ont été unanimes de demander la relecture de l'accord. J'ai entendu l'actuel Premier ministre dire que mise en œuvre intelligente de l'accord. J'ai entendu ce même Premier ministre qui dit que ce découpage n'est ni opportun ni approprié, que c'est budgétivore de toute façon, ça va créer des problèmes et que ce n'est pas bon quand il était opposé à cette transition. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller au VAR. Il faut qu'on respecte les Maliens. Quand même. Nous sommes dotés de discernement. Et l'accord, c'est un outil. Certes, il y a des difficultés, mais il faut trouver la capacité politique, diplomatique. Nous sommes des Maliens. Et en Maliens, de trouver des voies et moyens pour avancer. Et ça, c'est déjà ce point-là, je pense que s'il faut aller dans ce sens. Maintenant, concomitamment, est-ce qu'on doit lier l'accord aux élections? Je ne pense pas. Parce que, rappelez-vous qu'en 2012, il y avait d'abord l'accord de Ouaga. Quand Tchéblé... Préliminaire. Oui, c'était un accord de toute façon. Et il y avait l'accord de faire les élections au nord à l'époque. Oui, mais pourtant c'est sur la base d'un accord de toutes les parties avec les facilitateurs qu'on a pu faire les élections. Voilà. Et aux élections de IBK, c'était sur la base de ces mêmes dispositifs qu'on a pu faire les élections. Je pense qu'il faut maintenir le contact, le dialogue avec tout le monde pour qu'on puisse revenir à la légitimité et gérer la continuité et le problème. Est-ce que vous voyez les autorités dans ce sens-là, puisqu'on entend de plus en plus que la hache de guerre est de plus en plus déterrée entre les signataires de l'accord et les autorités. Certaines voix s'élèvent d'ailleurs pour inciter à une incursion dans les régions occupées par ces groupes signataires de l'accord. Vous savez, moi je ne rentre pas dans des questions de périphérie. Nous avons un accord. Ces accords-là, c'est un cadre de discussion et personne n'a remis en cause l'accord. Ce n'est pas un cadre de discussion, c'est un cadre pour terminer. Oui, de mise en œuvre. D'application. Oui, voilà. Oui, mais il y a parce qu'il faut, les acteurs doivent permanemment, il y a un cadre de discussion pour la mise en œuvre. Un éclat. Oui, moi je pense que tout ça, il faut revenir à la sagesse. D'accord. Parce que, quoi que l'on dise, il n'y a pas d'alternative à la paix. D'accord. Et il faut parler avec tout le monde. Et parce que dans l'accord, quoi que l'on dise, il y a quand même quelque chose qui est fondamental dans le préambule de l'accord, le caractère laïque, démocratique, républicain, le Mali est indivisible, est un acquis. Donc je pense qu'on peut se baser sur ça pour trouver des mécanismes de compromis. Qui parle d'accord parle forcément de compromis. Est-ce que si on pouvait résoudre la crise du Nord avec la guerre, je pense qu'on n'allait pas faire 63, on n'allait pas faire 88, on n'allait pas faire 91, on n'allait pas faire les accords de Tamaracet, on n'allait pas faire l'accord de Ouaga, et finalement on est venu au dialogue. Je pense qu'il faut préserver les acquis et transcender les difficultés. Allez-y, Charles. Oui. Monsieur le Président, comme d'habitude, les documents confidentiels sont sur les réseaux sociaux. Nous avons constaté sur les réseaux sociaux une lettre du ministre de la Réconciliation Ouagué accusant l'Algérie de complicité avec les mouvements armés pour la violation de l'accord issu du processus d'Alger à maintes reprises. Que pensez-vous de cette correspondance adressée au ministre des Affaires étrangères de l'Algérie? Vous avez vous-même dit, vous avez dit confidentiel, donc par principe ne devait pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Et d'où notre inquiétude aujourd'hui. Il faut que les militaires, ce qu'ils savent mieux faire, c'est vraiment leur sacerdoce, c'est d'aller s'occuper à la sécurité du pays et des personnes, leurs biens, et de laisser le champ politique aux hommes chevronnés, femmes et hommes, qui seront choisis par le peuple malien de s'occuper. Mais les militaires, c'est vous qui les avez amenés, c'est vous qui les avez soutenus. Oui, mais je ne vais pas revenir sur ça. Et pourquoi aujourd'hui vous avez peur du président de la transition? Vous ne voulez pas qu'il soit candidat. Pourquoi? Non. Étant donné que nous sommes dans un processus. Non, vous savez. Et en cas de
d'adoption de nouvelles constitutions, selon certains juristes, on aura tout derrière nous, il pourrait être candidat. Pourquoi vous avez peur de ça, de son éventuelle candidature? Surtout que la charte n'est ni une Bible ni un Coran. Oui, mais je l'ai dit, je dis que de bonne foi, je me suis trompé et que j'ai fait mon mea culpa, demander pardon au peuple malien, et j'assume mon passé et revendiquer mon présent. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, je prends, comme se plaisait à dire, je prends en chemin le terrain de la démocratie. J'aurais dû jamais sortir et je me suis rendu compte que mes déboires, je ne les personnalise pas. Je pense que j'ai tout, comme le peuple malien dans sa grande majorité, ceux qui le savent ou pas. Nous avons tous à gagner avec un régime qui est basé sur la démocratie, l'état de droit, qui va nous protéger tous. Parce que les militaires, leur vocation, c'est leur sacerdoce, c'est d'aller au front, se battre pour le pays et se battre aussi pour préserver la vie des personnes, leurs biens. C'est un choix. Il y a un projet de loi qui vient d'être adopté. On va évoquer ce projet-là, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer, parce qu'il veut que les militaires aillent au front. Il y a un projet de loi qui dit que n'importe quel Malien âgé de 18 ans pourrait être recruté pour aller rejoindre les militaires. Donc, tu pourrais être mobilisé un jour pour les rejoindre au front. Vous savez, si le peuple doit mobiliser tout le peuple malien pour sauver le pays, si c'est une nécessité, c'est un devoir patriotique. Mais à l'instant T, je pense que ceux qui sont plus indiqués d'aller renforcer l'effectif de l'armée, ce sont les militaires qui gèrent l'administration, le politique, le Koulouba et certaines directions. Je pense que si on amène tout cet effectif-là au front, ça va améliorer la sécurité. Kaoudim, dans la lettre adressée à l'Algérie, le gouvernement se réserve d'imposer l'ordre dans les zones occupées par l'ACMA, quel que soit le prix à payer. Moi, je pense... Est-ce que vous craignez une reprise de la belligérance? Tout le monde craint à une reprise des hostilités. Je pense qu'il faut sortir de l'émotion. On ne gère pas un pays avec de l'émotion ou laisser les réseaux s'enflammer. L'État est trop sérieux pour ça. Le nord du Mali, ce sont nos concitoyens qui vivent là-bas. Et l'histoire de cette zone, elle est riche en beaucoup de choses, mais la sagesse veut qu'il faut privilégier le dialogue et la démocratie pour y trouver une solution légitime. Allez, Abdraman. Oui, vous parlez d'envoyer les militaires au front. Qu'est-ce que vous pensez? C'est leur rôle, c'est pas à moi de les envoyer au front. Rôle. Pour eux, ils ont déjà des acquis dans la stabilisation, dans la sécurisation du pays. Pensez-vous que le pays est suffisamment sécurisé pour qu'on puisse... Non, écoutez d'abord, alors, pour qu'on puisse organiser les élections auxquelles vous aspirez tant? On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. L'insécurité n'est pas un alibi pour faire table rase à la gestion de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quand chef de l'administration tient des expressions et que lui-même n'arrive pas à aller à Bourem et en Songo pour des raisons d'insécurité, je pense que cette transition n'a aucun acquis pour nous convaincre. Et ce que nous en félicitons, c'est qu'il y a eu des achats, des équipements militaires qui est à féliciter. Mais en dehors de ça, j'ai l'habitude de dire en langue nationale Bamananka, quand vous voulez construire une maison, vous avez payé du ciment, du sable, du fer. On va dire que vous avez payé des matériaux de construction, mais vous n'avez pas construit la maison. Aujourd'hui, en termes de bilan, quand vous prenez le temps de Ibeka aujourd'hui, il y a plus d'écoles fermées, il y a plus de zones où l'administration n'existe plus, il y a plus de réfugiés, il y a plus de morts. Donc je pense de quel bilan parle-t-on? Vous reconnaissez alors qu'en réalité la sécurité constitue aujourd'hui un facteur bloquant? Ce n'est pas la sécurité. Pour l'organisation des élections. Non, tout va commuter. Vous savez, les élections, c'est une question de compromis. Si la classe politique, avec les acteurs, avec les gestionnaires de la transition se mettent d'accord, partout il est possible de faire des élections, de le faire là où c'est pas possible, de le différer, ça peut se faire. D'accord. Bon. Ça peut se faire. C'est une question seulement de volonté politique. Même le référendum qu'on ne peut pas organiser. Mais quand ils disent qu'ils font des référendums, leur référendum, c'est pas pour autre chose. Nous comprenons. Le référendum va faire disparaître la charte, va faire disparaître la constitution de 92, et du coup, on va s'installer dans un régime militaire et on revient vraiment à un régime à la Moussa Traoré sans qu'on le dise. D'accord. Chana,
il a parlé de la classe politique. On a entendu Emmanuel Macron jeter une grosse pierre dans le jardin de la classe politique malienne. Bon, ce que Emmanuel Macron a dit par rapport à la classe politique, très honnêtement, quelque part je la partage. Oui. Je partage cela. Donc je ne voudrais vraiment pas poser une question parce que j'ai vu vraiment la réponse de Koniba Sidibé que je respecte beaucoup. Oui, qu'en pense l'invité déjà? Ce que Macron a dit, c'est une réalité parce que la classe politique jusqu'aujourd'hui est incapable de faire relever le pays. C'est par rapport à ça, parce que vous êtes en train de critiquer pour dire qu'il n'y a plus d'école fermée. Est-ce que, à l'image de Bathily, vous voulez dire que cette transition est plus blâmable que celle que le régime que vous avez combattu? Merci. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Macron est un président d'un pays, pour des raisons politiques, a fait un discours politique. Et dans ce discours, il a parlé le rôle, la responsabilité de la classe politique en général. Mais j'aurais souhaité que la classe politique, dans son ensemble, d'accepter pas ce que Macron a dit ou ce qu'il n'a pas dit, nous-mêmes de se mettre ensemble pour faire notre propre autocritique. Et cela n'est pas une faiblesse. Je pense que je ne vais pas être prétentieux. Je pense que tous les acteurs politiques, les anciens, nos dévanciers, tout le monde, de se mettre ensemble pour sauver l'essentiel, et ça nous mettra en position de force pour répondre éventuellement sans passer par des actes. Je pense que la meilleure réponse, c'est le résultat. Et aujourd'hui, le résultat qu'il faut, c'est de barrer la route au CNSP, de confisquer le pouvoir. Tout le reste, je pense que c'est de la diversion. J'ai l'impression, M. Dim, que vous n'en avez pas les moyens, puisque il faut reconnaître que vous êtes quand même en perte d'audience. Même la classe politique aujourd'hui, si on parle de c'est parce qu'en réalité, la classe politique n'a pas d'audience auprès du peuple. Sur quoi est-ce que vous comptez pour susciter la même dynamique qui vous avait permis de combattre et d'avoir raison du pouvoir d'Ibeka? Parce qu'on ne le voit pas venir. Mais là, vous me donnez une bonne occasion. Et vous avez vous-même... cette situation vous a même condamné au recul pendant longtemps. Pendant longtemps, vous êtes silence. Au silence. C'était un silence tactique. Et aujourd'hui, vous revenez. Nous revenons pour gagner, pour inverser la tendance, parce qu'aujourd'hui, cette transition est en perte de vitesse. N'a aucun bilan. En dehors de propagande, de la diversion, de susciter les crises et d'entretenir les crises. Il n'y a aucun bilan. Et donc, si cette transition qui était partie pour 18 mois se trouve à 3 ans, et qui va aller 3 ans et demi, et donc ça c'est un régime. Donc moi je dirais plutôt que ce régime de CNSP a échoué. Et donc du coup, c'est ce VAR-là qu'il faut reprendre. Aujourd'hui, vous allez voir, tout ce qu'on a reproché à Ibeka existe. Le front social est en ébullition, il y a beaucoup de difficultés, mais seulement nous sommes terrorisés et beaucoup de gens se taisent parce qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès pour ne pas se retrouver MCA. Mais nous avons fait un choix. Nous n'avons plus peur de retourner en prison parce que nous sommes devenus vraiment, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, politiques dans tous les sens du terme. Aguerri. Bon, je ne dirais pas aguerri, mais j'ai beaucoup progressé. Et par rapport à ça, il faut qu'il y ait des leaders qui vont s'assumer pour défendre la démocratie et le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est ce combat-là qui doit nous rassembler pour aller de l'avant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de défoncer une porte déjà ouverte? Mais parler de porte, défoncer une porte ouverte, à moins qu'il y ait une maison, il n'y a même pas de maison. Comment on va défoncer une porte? Puisque c'est une expression. Ben, moi, je vous prends au mot. Et non, c'est pas mot par mot. C'est-à-dire que ce que vous demandez, ils sont dans cette voie-là. Mais ils ne sont pas dans cette voie. Je vous ai dit que cette transition nous a habitués à dire ce qu'elle ne fait pas et à faire ce qu'elle ne dit pas. Donc, cela nous a amené à faire notre propre autocritique et de demander pardon au peuple malien et de retrouver le camp de la vérité, qui est aujourd'hui de dire non à la dictature militaire et de retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que cette question-là, est-ce que oui ou non, doit être partagée par le peuple, doit être partagée par les démocrates, doit être partagée par les concitoyens pour qu'ils puissent comprendre que l'avantage
de retour à l'ordre constitutionnel, l'avantage à une élection libre, démocratique, parce que il ne s'agit pas de donner forcément le pouvoir aux anciens qui ont géré le pays, mais d'ouvrir une compétition saine, démocratique, et que l'armée retourne. Pourquoi pas aux anciens si le peuple... Mais si le peuple veut, mais pourquoi pas? Mais de laisser le peuple faire son arbitrage. C'est ça la question. Ok. Abdraman, est-ce qu'il est encore nécessaire ou opportun de demander l'avis d'Issa N'Djim sur le projet de la nouvelle constitution? C'est clair, surtout qu'il a parlé de beaucoup de choses, puisqu'il a parlé de préserver la constitution déjà en vigueur à cause des vertus que ça apporte en termes de laïcité. C'est justement laïcité, son caractère républicain, laïque et démocratique. Oui. Or, c'est justement la question sur laquelle on risque d'être divisé ici au Mali, puisqu'il y a une levée de bouclier au niveau des associations et organisations religieuses que tu as eu à côtoyer, que vous avez eu à côtoyer pendant longtemps. Et comment pensez-vous gérer ce problème, quel qu'en soit, même si on ne va pas au référendum, la question constitue quand même un goulot d'étranglement, un motif de fracture dans la société. Mais ce n'était pas la mission de la transition. Vous regardez la charte, on ne parle pas de nouvelle constitution. Ils l'ont fait exprès. Vous parlez de refondation? Non, écoutez, refondation n'a rien à voir avec aller à un soi-disant 4e république pour nous imposer la dictature militaire. Je pense que parler même du contenu de cette nouvelle constitution, ça veut dire que déjà, on accepte. Ouais. Pour nous, c'est un non-événement. Oui, mais néanmoins, même pas le contenu. Non. Même si ce n'est pas le contenu. Pour nous, il n'y a pas de constitution. Même s'il n'y aura pas de constitution. La constitution qui est en vigueur, c'est la constitution du peuple malien de 92. Cette constitution, et ce qui est en train de se faire, c'est les baïonnettes. Mise en exergue quand même des divisions. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de laïcité? Non, écoutez, je vais vous répondre. Voilà. Il y avait la constitution, personne n'avait levé le petit doigt pour remettre en cause la laïcité. S'il y a eu tout la brèche a été ouverte. S'il y a eu tout ça, c'est parce que les promoteurs de la diversion qui sont au service de la transition, qui ont créé cette tension pour nous divertir. Si on restait dans la logique d'améliorer la sécurité, organiser des élections, mais il n'y avait pas de problème. D'accord. Donc c'est fait exprès d'ouvrir une boîte à Pandore, qu'on n'en a pas besoin. Mais vous n'avez pas dit encore ce que vous pensez de cette Nous question. Nous pensons que c'est nul et non avenu. Non. C'est un faux débat parce que vous parlez de laïcité. Aujourd'hui, l'imama, vous connaissez l'imama? Non, mais je pose une question. Attends, vous connaissez l'imama? Mais j'ai été quand même membre du bureau. Voilà, l'imama aujourd'hui a sonné l'alerte. J'ai bien compris. C'est parce qu'on a ouvert une boîte à Pandore. Est-ce que si on n'avait pas touché la constitution de 92, pour cette constitution de 92 par le caractère laïque, démocratique et républicain de l'État, les musulmans n'avaient jamais levé le petit doigt. C'est eux qui ont créé, suscité, encouragé, créé toute cette tension autour de cette situation parce qu'ils sont pris dans leur propre piège. Parce que cette transition nous a habitués seulement à entretenir et à créer des crises. Chana, pour votre dernière question. Et M. Kaoudjoum, vous êtes un leader politique. Vous êtes dans une coordination. Vous vous battez pour qu'on aille vers le retour à l'ordre constitutionnel normal. Est-ce à dire que vous avez une ambition pour le Mali? Est-ce que vous avez un projet pour le Mali? Le projet, c'est de contribuer à sauver le Mali. Qui parle d'élection, qui parle de tout ce que vous voulez, il faut retourner d'abord à l'ordre constitutionnel. Le combat qui vaut aujourd'hui, c'est de m'aligner aux côtés de ces imminentes personnalités, de tous ceux, par principe, qui défendent la République, la laïcité. Quel Mali? Pour moi, le Mali, tu te bats pour quel Mali? Le Mali démocratique des acquis de 91. Je me bats pour ça, parce que c'est en cela que nous pouvons avancer. Donc, le combat, c'est vraiment contribuer aux côtés de tous ces hommes, ces femmes qui veulent qu'on revienne à la démocratie, à la bonne gouvernance, à ne pas confondre avec des propos tenus ça et là contre des individus ou des personnes. Okay. Nous défendons des valeurs et des principes. Je pense aujourd'hui ce combat-là qu'il faut véhiculer, qu'il faut essayer de partager avec le peuple malien pour barrer la route à la dictature militaire qu'on veut nous amener. Kaoudjoum, certains pensent que vous n'agissez pas de votre propre chef, que vous êtes un homme manipulé par un pays comme la France, par exemple.
C'est extrêmement... Un commentaire. Oui, mais je trouve que c'est bien, parce que qui ne parle rien à un homme politique, ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est comme si on disait que ceux qui sont en train d'aller nous donner à Poutine sont manipulés aussi par Poutine, à la Russie. Ceux qui nous ont donné à la Russie. Donc dans ce cas, si eux aussi sont manipulés par la Russie, je pense qu'on peut dire qu'on est à 1-1. Le 10. Votre dernière... c'est le vrai 10. Tu égalises. Je reviens à la France, parce qu'il aime beaucoup la France. Oui. Je reviens un peu à la France, mais pas pour parler de l'histoire que vous avez du discours de Macron, mais des relations que nous entretenons avec la France et aujourd'hui qui viennent de connaître un nouveau rebondissement avec le retrait et la récusation de la France par le Mali en tant que porte-plume à l'ONU. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que tout ça, c'est des détails. Tout ça, c'est d'essayer de remobiliser toute cette foule pour essayer de valoriser une sorte de nationalisme. Voilà, c'est pas ça qui est important. Si on revient à l'ordre constitutionnel normal, le président démocratiquement élu légitime prendra des voies appropriées parce qu'il a la légitimité du peuple. Ceux qui sont en train de prendre ces décisions-là ne sont pas investis par le peuple. Ils nous imposent les armes. Personne ne peut contester leur choix. Mais vous n'avez pas peur que ceux qui organisent les élections ne le fassent à votre défaveur avec ces attaques-là, puisqu'ils peuvent le faire. C'est eux qui organisent les élections. Mais le problème, peu importe qui gagne, qu'on sort seulement du kaki militaire. C'est le principe de retour à l'ordre constitutionnel. Le combat que nous menons aujourd'hui aux côtés de ces hommes qui partagent cette conviction, c'est vraiment que les militaires retournent au casernes. Est-ce que vous pensez, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que la Constitution, telle que vous ne voulez pas parler de ça, telle qu'on l'a présentée, préserve le Mali contre, comme vous êtes contre les kakis militaires et les régimes militaires, préserve le Mali contre un coup d'État à l'avenir? Vous savez, coup d'État ou remettre en cause les acquis, c'est une question de comportement des hommes. Mais on a vu ici, pendant 23 ans, Moussa Traoré est venu avec son CMLN, il a parlé de 6 mois, il s'est imposé 10 ans avec le CMLN, après il a imposé le parti État IDPM, pendant 23 ans. Donc nous parlons vraiment de la gestion du pays. Les militaires ont toujours géré ce pays-là. D'accord. Et maintenant, la deuxième chose, je pense qu'il faut jouer, si le militaire veut rendre service à la démocratie, à la bonne gouvernance, à l'état de droit, c'est de jouer à ATT. C'est-à-dire de mettre tout le monde d'accord et de faire l'union sacrée pour gagner la bataille de cette transition et concomitamment transférer le témoin à un pouvoir civil démocratique et que les militaires renforcent l'effectif de l'armée et que nous continuons vraiment à nous battre pour le Mali. Mais ce n'est pas nous utiliser les uns contre les autres qu'on peut trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de l'Imama, c'est vous-même qui l'avez dit, qu'aujourd'hui, ils vont faire un point de presse sur l'ensemble du territoire pour dénoncer cette forfaiture. Mais eux, c'est une revendication sur un point. Mais nous pensons que ceux qui ont initié n'ont ni la qualité... Un point quand même... Non, ils n'ont pas la qualité. Très crucial. Pour moi, dans le fond et dans la forme, on ne peut pas dire que la transition... Parce que c'est extrêmement important. Je parle sous le contrôle de tous les juristes. On n'a pas besoin d'être constitutionnaliste, on n'a pas besoin d'être un magistrat ou un avocat, c'est du bon sens. Quand on dit que la Constitution est en vigueur, complétée par la charte, on ne peut pas prêter serment et venir nous dire qu'on veut imposer une nouvelle constitution, mais on est dans quelle république? Monsieur Jim. Si ce n'est pas les armes qu'on nous impose maintenant à nous taire ou à fuir ou aller au MCA. Monsieur Jim, pour reprendre autrement la question de Siana, nous savons vous êtes en train de clamer le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous-même personnellement, vous seriez candidat à la prochaine élection? Non, ce n'est pas la question. Parce que si vous amenez ça, c'est une question piège et inopportune. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de mutualiser nos efforts aux côtés de nos dévanciers, de tous ceux épris de paix, de justice, mais qui partagent une valeur commune qui est la démocratie, la République, la laïcité, pour que le Mali avance. Nous sommes malheureusement au terme de cette audience. Le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans le secret de la délibération. Oui, je pense que vraiment qu'au gym, la dernière fois qu'on s'était quitté, j'ai vu quelqu'un qui avait beaucoup gagné en étoffe. Je pense que j'ai retrouvé la même personne aujourd'hui. Il fait de la réelle politique. Il n'est plus dans les déclarations
dans les aphorismes provocateurs qu'on connaissait avant. Il le fait avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus de mesure, prendre la hauteur. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plus émerveillé aussi chez lui, c'est cette volonté qu'il développe de vouloir réparer le tort qu'il a causé à ce pays. Parce qu'il reconnaît d'abord sa faute, et je pense que tout ce qu'il est en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est dans le cadre de la réparation de ce qu'il a fait, c'est-à-dire de la destruction de l'ordre constitutionnel et de tout ce que ça nous a causé à ce pays-là comme tort. Je pense que vraiment il est dans un objectif sublime qui mérite vraiment d'être récompensé par un acquittement. Chana. Merci beaucoup, Barou. La dernière fois où il avait quitté ici, mon jugement était que Kaoudioum a évolué, il a progressé. Aujourd'hui, je trouve qu'il a mûri, il s'est assagi, il est pragmatique, qu'on l'aime ou pas, il est aujourd'hui convaincant dans l'argumentaire. Il ne jette plus les phrases comme ça, comme une bombe là. Il essaie de se justifier, il essaie de s'expliquer. Et il a comme valeur la démocratie. La démocratie, c'est une valeur universelle. La démocratie, c'est le meilleur des systèmes. Et aujourd'hui, tout son argumentaire est basé sur la démocratie. La démocratie, ce sont les libertés. La démocratie, c'est l'élection transparente. La démocratie, c'est la bonne gouvernance. Donc, il se base sur des valeurs, sur des vertus, pour essayer de faire son combat. Comme Abdraman l'a dit, c'est sublime. C'est sublime. Le meilleur des systèmes, c'est la démocratie. Il faudrait aller vers la démocratie. Il faudrait aller vers un retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est le meilleur des systèmes à travers le monde. La démocratie s'impose à nous tous. Le respect de loi s'impose à nous tous. La loi est notre protectrice à nous tous. Monsieur Barou, peut-on condamner un homme qui s'est assagi? Un homme qui a connu la prison et qui a tiré les enseignements du passé? Peut-on condamner cet homme? Je pense que non, monsieur Barou. Libérez-le. D'accord. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à un acquittement de l'accusé, il me plaît de libérer purement et simplement un accusé qui a fait son mea culpa et fait amende honorable devant l'audience du grand jury. Il me plaît, au nom du jury, monsieur l'accusé, de vous libérer des liens de l'accusation. Par conséquent, vous pouvez rejoindre vos camarades du mouvement Appel du 20 février pour sauver le Mali. Un dernier mot. Merci. Avec beaucoup d'humilité, je pense que le plus dur commence maintenant. Et je félicite ce devoir, un sacerdoce, que vous contribuez à permettre aux acteurs de tous bords de venir s'expliquer pour que la lumière jaillisse. Et je me félicite à travers Renouveau que cet espace est un acquis démocratique que nous devons tous contribuer à préserver. Et aujourd'hui, notre possibilité, c'est à travers ces médias pour donner notre part de vérité. Et sans cela, je pense qu'on n'aura pas l'opportunité de tenir ce que nous venons de faire, cet exercice. Et donc, pour finir, je remercie le peuple malien à travers les médias qui est le Renouveau, mais de demander au peuple malien de soutenir, comme vient de dire vos confrères, cette valeur universelle qui est le meilleur des systèmes. Il n'y a pas un système parfait, mais c'est le meilleur. Je pense qu'on ne peut pas comparer au retour à la dictature militaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous travailler pour retour à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité M. Issa Kaoundjim, président de la CRT, un des initiateurs du mouvement Appel du 20 février pour sauver le Mali. Clin d'œil à toutes ces familles de militaires basées au camp Soundiata de Kati. Au revoir.